Il est ainsi, Lars. Hein? Ah! Comme ça. Petit bonhomme. Ah! Mesdames et messieurs, en direct du studio A, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans l'arène pour un autre épisode de Webinaire Metal avec moi-même, Mike TMG, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout ce qui est heavy metal. Mes deux invités avec moi, un peu plus bas ici, journaliste à la pige et metalhead native de Thetford Mines, mademoiselle Christine Fortier. Tu vas bien, Christine, aujourd'hui? Oui, je vais bien, mais je ne suis pas originaire de Thetford Mines. Ah, shit, me suis trompé. C'est où encore? Saint-Jacques-de-Lise. Dans la grande région de? À 34 km de Thetford Mines. J'étais pas loin, je savais, t'es pas loin. Tu m'as eu. Et bien sûr, à sa gauche ou à votre droite, hard rock and roller, musicien autodidacte et disquaire indépendant, Monsieur Maxime Cormier. Tu vas bien, Max? Oui, ça va très bien. Et toi? Fantastiquement bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation et re-bienvenue, Maxime, pour une deuxième ronde, bien sûr. Oh yeah. Ah, bon, là, mon affaire comme ça. Bon texte, que voici. Napster, 7 lettres qui ont cataclysmé une industrie vieille de 60 ans, fondée en 1999 et shutdownée en 2001. Et au top de sa popularité, Napster comptait 26 millions d'utilisateurs qui s'échangent, des MP3, et ça, 24 heures sur 24. Dans nos légales mondiales, on est loin, très loin du tape trading underground des années mi-80. Jadis, achat en magasin avec Hype Media pour le release des albums. Je vous apprends absolument rien, bien sûr. Bon, on va en mettre un ici comme ça, juste pour avoir un petit quelque chose. Et juste on the side, on avait aussi dans le temps, bien sûr, des services postaux via des affaires comme ça. Club Columbia, qui a ensuite migré en Club BMG. Hein, ça nous dit vraiment pas mal à quelle période du temps nous sommes. Et ensuite, c'est ça, tout allait bien. Les années 90, les ventes d'albums n'ont jamais été aussi explosives que dans les années mi-90, fin 90, jadis, effectivement. Wow! Alors, ceci dit, mesdames et messieurs, donc vous êtes de deux générations différentes. Avez-vous déjà acheté des disques en magasin à la sortie du mardi, la date justement de sortie internationale jadis dans le temps, Mademoiselle Fortier? Non, parce que c'était trop loin. Quand j'étais jeune, il fallait aller à Thetford pour pouvoir aller chez le disquaire. Donc, et moi, de Saint-Jacques-de-Lise, sans auto. Alors, je les achetais quand ça a donné ou quand j'avais de l'argent. Mais j'étais membre de Columbia. Oh! Fait que ça dit quelque chose, ça. Moi je l'ai feuilleté tout à l'heure un petit peu pour le fun. Sélection du mois rock, pop rock, Alana Miles. J'ai pas gardé ça, moi. Ou sinon, un instant, dans la section francophone, voici notre héros de tous les temps. Oui, bien sûr. Oui. James K. Field, bien sûr, oui. Puis aussi, en fouillant dans mes affaires, j'ai trouvé quelque chose de bien le fun. Ma carte. Alors, on a ici Madame, donc Ms. Michelle Monette. Et à l'inverse, ils m'en ont envoyé une autre, puis ils sont trompés. Là, ils ont mis Mister, mais ils ont mis Mr. Michel. Oh. Fait que sont jamais capables d'écrire mon nom comme du monde. Est-ce que tu sois une femme? Ouais. Fait que ça, c'est les anciennes cartes Columbia. Ça, c'est en 96, puis mes catalogues, c'est en 93, puis j'ai aussi mes cartes en 90. Fait que, puis bizarrement, Columbia, ça a fermé récemment, de 2003-2004. Donc, ça t'a fait une bonne run. Oui, ben moi, évidemment, c'était plus au début des années 80, fin 80, début 90, où j'étais membre de Columbia, parce que quand j'étais au cégep, je dépensais mes prêts et bourses en albums. Oh, ça, il ne faut pas le dire trop. trop. Que ma mère entende ça. Moi, je dépensais mon allocation de dîner au secondaire pour acheter des disques aussi. Fait que, pas le même combat, là, à coût de 10$, là, mais t'es pas tout seul. Mais non, les CD, c'est bien important. Je ne les achetais pas à la sortie, mais en fait, quand je suis arrivée à Montréal, oui, j'allais au HEV à l'époque, c'était pas... il était au-dessus des cours Mont-Royal. Il y avait 2 étages. Puis, donc là, c'est ça. C'est sûr que les mardis, les nouveautés, j'en achetais plein. Puis, tellement des fois que j'avais pas le temps de les écouter parce que j'en avais juste comme 3 à écouter et pas assez de temps.
Ah, moi, je ne sais pas si j'ai déjà été pour une nouveauté. Je suis allé une fois. C'était, moi, je suis plus jeune, là. C'était Dance of Death d'Iron Maiden qui venait de sortir. Puis, en tout cas, moi et mes amis, on avait pris le bus pour aller acheter le disque au Rive-Nord, à la Galerie Rive-Nord à Repentigny, où je travaille maintenant. Puis, on était franchement déçus par la pochette. En tout cas, quand on l'a pris dans nos mains, on était là. Je ne sais pas si vous avez en tête, là. C'est vraiment dégueulasse, là. C'est un peu là. C'est une des affaires les plus laides, genre, que j'ai jamais vu. En tout cas, des genres de 3D cheap de vieux jeux, là. Mais bref, en tout cas, la musique, ça a pris une coupe d'écoute, là, mais ça, c'en est un que j'étais allé à la sortie pour aller le chercher. Vite dans la même tête, Oui, c'est Enemy vrai of que c'est God, pas The beau. Creator aussi, là. Ouais, là, c'est dégueu, la pochette. Est-ce que c'est le genre d'album justement que vous avez suivi le hype? Parce qu'on se rappelle que jadis dans le temps, il y avait un hype média, radio, même télévision. Puis là, finalement, quand la date arrive, mardi, bang, ça sort. Est-ce que vous viviez sur ces standards-là qui étaient justement les standards dans l'industrie dans ce temps-là? Non, Non, pas moi, j'y allais moi. après l'école, là. J'ai pris le bus de la ville pour y aller, là. Mais non, je n'attendais pas les de façon Religieux. voyons, je n'attendais pas après les sorties d'albums, oui, avec un chapelet sur la corde à linge et tout ça. Parce que c'est ça. Je suis une métal, donc je ne suis pas les standards. Oh. Oh, Rebel with a cause. Mais aussi, il faut dire que non, j'ai commencé à travailler comme journaliste en 95. Donc, à partir de là, ben, je recevais beaucoup d'albums avant même leur parution. Donc, moi, les parutions, les dates de sortie. T'es au-dessus de ça. Ah ouais, j'ai commencé à recevoir des albums du mois de mai. C'est fou, là. Du mois de mai 2021, là, qui s'en vient? Oui, 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 oui. J'ai à peine le temps de regarder ce qu'il y a en janvier. Puis, on est déjà rendu en mai. Wow, ils se prennent tôt. D'habitude, c'est un bon 2 mois, mais là, en tout cas, bref, au moins, on voit qu'ils sont encore au courant. Et puis toi, Maxime, très rapidement, au niveau du Columbia House ou le club BMG Direct, as-tu déjà fait partie de ces clubs-là sans payer ton une scène puis avoir tout ça gratis? Pas moi, mais mes grands frères plus vieux, ouais, ça, je me souviens qu'il y avait le catalogue. J'ai déjà checké dedans plein de fois quand j'étais petit, voir les disques, mais j'avais pas ma carte comme toi, c'était pas écrit Madame Maxime Cormier, j'avais pas ça. Mais mes grands frères, ils en commandaient, puis ils disaient que c'était comme du scam un peu, de ce que je me souviens, là, mais tu sais, je sais qu'ils ont eu plein d'albums de même que j'ai sûrement hérité dans ma collection, que je les ai volés après. Chut, j'espère qu'ils écouteront pas. On espère ça. Alors, ben c'est ça. Au début, on achetait dans un magasin. Ensuite, on a fait des livraisons postales. Et fait, ensuite, excusez-moi, printemps 2000, le nouveau millénaire arrive et tranquillement, l'Internet haute vitesse, bien sûr, fait sa place. Et éventuellement, tout cela s'installe avec justement l'échelle que l'on a mentionné, Napster, qui vient changer la game complètement. Et ça arrive tranquillement, bien sûr, aux oreilles des artistes comme Metallica et Dr. Dre. Et ensuite, éventuellement aussi la RIAA, la Recording Industry Association of America, ce qui représente toutes les compagnies de disques mondiales, les plus grosses, bien sûr. Et là, ils s'en mêlent et poursuite s'ensuit. Et bien sûr, ils gagneront en cours pour distribution de produits copyrightés. Alors, on se rappelle que même Lars, il est ici. Hello! Est allé au Sénat pour faire un speech avec une liste de usernames de Napster. Il y avait des millions de noms d'utilisateurs. Puis il était allé là justement pour plaider sa cause face au piratage global. Et bien sûr, s'il y a eu un effet très amer pour les fans, qu'ils soient rock, heavy metal ou autres. Et le résultat de la fermeture de Napster, le résultat fait qu'il y a eu d'autres mini Napster. Donc, on pense à LimeWire, Casa, Morpheus, Gnutella et autres. Donc, le point de non-retour dans la tête des gens, Internet égale musique gratis. Et vous, faisiez-vous partie de ces 26 millions d'utilisateurs enregistrés? Christine, tu m'en as parlé très rapidement. Est-ce que tu connais Non, ça? moi j'ai découvert Napster justement quand Lars Ulrich a fait une sortie aux Grammy Awards parce que je regardais les Grammy Awards. Parce que, en fait, peut-être que j'étais consciente, je savais sûrement que Napster existait, mais je suis jamais allée sur la patente là, parce que je recevais des albums, je n'avais pas besoin d'aller voler des albums, je les recevais gratis. T'es tellement sage. Mais ça, là, je peux pas comprendre. J'ai toujours acheté mes albums. Ça, je suis pas capable de faire autrement. Je paye mes albums. J'en achète pas beaucoup, là, on s'entend, mais quand je veux un album, je l'achète. J'ai jamais ripé d'album de ma vie.
Puis là, on parle au travers du début jusqu'à la fin, mi-90, 2000, 2000 et plus, puis aujourd'hui, ce que tu me Ah oui, j'ai jamais, même quand j'étais jeune, là, quand j'ai commencé à acheter des albums et tout, j'ai toujours payé mes albums avec. J'ai jamais profité d'une plateforme quelconque pour télécharger des albums gratos. C'est même un pas. peu. Ça fait partie de mes valeurs, en fait. Même pas pour faire des découvertes puis des échantillons. Ah, 2, 3 tunes ici. C'est super bon, ce groupe-là. J'aime ça, N-Track, j'aime ça, The Covenant, blablabla, blablabla. Non. En fait, c'est plus peut-être des amis qui allaient me faire écouter quelque chose ou. Mais non, je n'ai jamais eu à faire ça. Je suis chanceuse, hein? Peut-être parce que j'avais assez d'argent de poche pour m'acheter les quelques albums que je voulais, ou peut-être parce que j'écoutais plus longtemps les mêmes albums. Puis, fait que c'est ça, je pensais pas à travers assez vite, mais non, j'ai jamais fait ça. Et toi, Maxime? Ben moi, oui, je sens vais. chez toi. Ouais. J'ai-tu été membre de Napster? Oui, j'ai déjà eu Napster, mais j'étais plus actif sur Casa. Tu l'as-tu nommé tantôt? Morpheus, j'avais ça aussi. Je les avais pas mal toutes. En fait, j'étais pas mal un pirate quand j'étais jeune, mais j'en achète aussi. Là. J'ai toujours acheté les disques que j'aimais. Moi, je m'en servais pour découvrir des choses. Tu sais, à la base, là, moi, je suis un grand fan de thrash metal. Et ayant pas vécu cette époque-là, étant né en 88, ben, avec Internet, ça me permettait de découvrir un paquet de bands que je connaissais pas. Mettons, Annihilator, c'est quoi ça? Oh, j'allais checker, j'en downloadais. Je downloadais des albums classiques, puis là, après ça, je les achetais. Mais c'était ma façon de faire le tri, si on veut, d'affaires qui m'intéressaient vraiment. Puis je l'ai utilisé vraiment, vraiment beaucoup. Là, beaucoup. Mais je me rachète maintenant, j'en vends. Fait que c'est ma façon de respecter De l'art. retourner. Toi, Michel, Parce que, oubliez est-ce pas, que tu as téléchargé des albums sur Napster? certains, surtout des affaires plus rares qui étaient en importation, qui étaient non disponibles, des affaires extrêmement underground. Et puis, des fois, quand tu te promènes ou que tu te promenais, tu découvres des trucs. OK, je vais prendre 2, 3 tunes, puis après ça, j'allais l'acheter. Donc, moi, je faisais vraiment Napster, tout comme aujourd'hui, parce que maintenant, sur YouTube, tout est disponible. Fait que si un nouvel album sort, je vais écouter 2, 3 tunes, puis là, je vais aller au magasin ici au Rive-Nord, je vais l'acheter, ou je vais le commander via Maxime, ou je vais le commander sur Internet, ou peu importe, je vais l'acheter parce que bon, vous savez, moi j'aime ça avoir un produit physique. Oui, collectionneur aussi. Donc, avoir soit le disque compact, le digipack, le LP ou peu importe. Donc, moi, c'est de la façon que c'était jadis et que c'est encore aujourd'hui. C'est pour échantillonner. Comme ça, je suis sûr de ma shot et pas pitcher 30$. Mais anyway, on s'entend que dans la musique qu'on écoute, c'est quand même on sait dans quoi qu'on s'embarque. C'est rare qu'il y a des citrons là, quand même. Fait que si un nouveau Overkill qui sort, je sais qu'il va être bon. Je vais peut-être écouter 2, 3 tunes pour le fun, mais je vais l'acheter pareil à cause que ça va dans la même lignée qu'on a toujours suivi. Fait que télécharger un album, ça sauver quelques dollars. C'est très rare que je l'ai fait sur des affaires ultra underground ou sinon c'était comme mentionné pour des échantillons. Parce que justement, vu que YouTube n'existait pas dans ce temps-là non plus en 2001-2002, on n'avait rien, mis à part les radios, n'est-ce pas, Mademoiselle Fortier? Donc, oui, quand ça ne jouait pas en radio, ben là, il fallait creuser un peu plus dans le tape trading ou autre. Mais c'est ça. Fait aujourd'hui, on n'y pense pas. On va sur YouTube, on tape nouveau Annihilator. L'album est là au complet. Ça joue en background. Nanana, t'as fini, t'as consommé, t'es content. Mais avant, c'était pas mal plus rough parce qu'il fallait faire ses recherches pour justement trouver la marchandise, peu importe où elle était. Et puis, c'était pas mal plus tough. Il fallait creuser pas mal plus loin pour avoir justement son produit final ou le produit final. Et au travers de tout ça, on a bien sûr l'autre côté de la clôture. Les artistes qui disent, et je cite ou je paraphrase, les compagnies de disques abusent et perdent de l'argent. Ben, pas moi, ma musique se promène, je n'aurais pas fait de l'argent anyway. Alors, la démocratisation de la musique versus l'effondrement d'un empire, c'est l'effet que Napster a eu en 2001-2002. La destruction de la chaîne alimentaire de justement avoir un disque, passe par un distributeur, passe par un magasin, vers les mains du consommateur, cut de middleman, on passe du label jusqu'aux joueurs via des sites obscurs. Quelle est votre position sur justement l'autre côté de la médaille qui fait que, ouais, mais justement, les artistes indépendants, là, que ce soit locaux ou non locaux, nous, on ne fait pas partie de cette game-là, que ce soit des major labels. Donc,
j'aurais pas fait une scène anyway. Toi, Maxime, tu joues dans des groupes ou tu as joué dans des groupes ou tu vas continuer à jouer dans des groupes. Si tu aurais été là en 2001-2002, ça aurait-tu été un outil pour toi ou tu aurais dit, non, regarde, moi, je vais essayer de vendre de quoi, là? Si je vends zéro, ben, je vends zéro, mais au moins. Ben, moi, avoir eu un disque en 2002 qui aurait été sur Napster puis qui aurait été grandement distribué, j'aurais été content. C'est sûr que ça affecte plus probablement les gros joueurs comme Lars. Je parlais de ça à ma blonde tantôt. Là, il y avait un épisode de South Park qui riait de Lars à cause. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il disait. Là, tu vois, à cause de toi qui télécharge, je pourrais pas avoir une piscine en or pour mes requins. Une niaiserie de même. Là, puis on dirait que c'est plus eux que ça nuit. Que, mettons, puis même moi encore aujourd'hui, une plateforme comme Bandcamp, mettons, pour mes bands qui sont quand même pseudo-indépendants, ça va directement à nous. Puis même. Et tant que le monde l'écoute, je pense que c'est ça le plus important à petite échelle pour ma part. Mais encore là, je suis ouvert à d'autres idées puis je ne suis pas fermé là-dessus. Mais c'est sûr que oui, il y a de l'argent qui se perd quelque part, mais c'est plus DIY maintenant, je pense, aujourd'hui, avec ça. Mais avec Bandcamp, parce que quand même, tu as assez de monde qui en achète pour te rembourser un peu tes frais de production. Mettons, avec mon hippie de mon band que j'ai sorti l'année passée, j'ai fait 200$, mettons. Là. Oh, c'est pas shit. beaucoup. Là, c'est vraiment pas gros, mais j'ai l'impression que, moi, j'étais dans Reanimator avant, qu'on vendait des albums. On était sur Gali, j'avais pas l'impression qu'on faisait. On en vendait une coupe, mais j'avais pas l'impression qu'on faisait ben du cash. Là, OK, fait que, c'est ça. Là, au moins, je le vois directement. Un 10$, un 20$ qui rentre. Je vois directement qu'il y a des gens qui ont investi de l'argent. Quand on avait notre distribution dans on était dans les HMV, Music World, tout le kit, mais on n'était pas au courant là, de si le monde, il y avait du transit, là, si le monde l'achetait ou pas. Fait que, là, au moins, je sais qu'est-ce que je vends, mettons. C'est dur à dire, là, mais. Mais en fait, c'est dommage parce que ça, de tout temps, je pense, c'est toujours comme une poignée d'artistes qui vont tous les mettre dans ils vont récolter les fruits du travail de tous ces autres artistes-là qui font vivre une compagnie, tu sais, dans le fond. Puis c'est ça, c'est dommage. Ouais, je sais pas quoi définitif. rajouter d'intelligent parce qu'en fait, je connais juste ma partie, je connais pas le côté des groupes, qu'est-ce qui en retire, tu sais. Moi, je milite en faveur que les gens achètent les albums. Je trouve ça dommageable, même triste, que les gens se contentent juste de les écouter en streaming, qui vont plus avoir d'albums, même physiques ou même dans leur disque dur. Je télécharge énormément d'albums que je reçois en promotion parce que je me dis, si on les a pas dans un disque dur quelque part, c'est comme s'ils n'avaient pas existé. Puis si personne les a mis sur Bandcamp ou si personne les a mis sur Spotify ou quoi que ce soit, parce que tous les groupes ne veulent pas que leur musique soit sur Spotify et de plus en plus les groupes le font, les enlèvent en fait. Fait que, tu te dis, il va y avoir des milliers d'albums ou des milliers de groupes qui vont juste comme disparaître à un moment donné si leur album n'est pas resté à quelque part dans une de façon physique ou sur un cloud là, quelconque. Moi, c'est dans mes disques durs. J'en ai 3, pas mal plein. Donc, à la limite, un anthropologiste pourra, dans quelques centaines d'années, s'il y a encore un outil pour les écouter, voir qu'est-ce qui se faisait comme musique dans les années 2020. Donc, finalement, Christine, ce que tu nous dis, c'est de se partir des compagnies de disques durs puis de CD-ROM pour faire des backups. Comme ça, nous autres, on fait la pièce puis ils enregistreront ce qu'ils veulent dessus. Ah ouais, même pas. Mais tu vois, Christine, excuse-moi, je voulais faire un parallèle parce que dans ton emploi au jour le jour, tu écris des textes. Tu es journaliste, tu écris des textes. Donc, tu crées un produit. Si ce produit-là était photocopié puis réimprimé ailleurs, mais sans ta mention, tu sais, ce serait un peu comme ça que les artistes pourraient le voir. Est-ce que tu aurais un petit, ouais, ben, c'est ma job, écrivez mon nom, puis je devrais avoir une ristourne sur ça. Mon Dieu, écoute, j'abandonne mes droits d'auteur avec les médias pour lesquels j'écris. Donc, une fois que mon texte est écrit, je peux pas, c'est comme, je pourrais pas le reprendre puis le publier ailleurs. Il appartient à la compagnie qui m'a payé. Puis ils peuvent le reprendre puis le diffuser sur d'autres plateformes. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Je ne suis pas payé plus. C'est comme, mettons que j'écris un texte pour TV Hebdo, ils vont le mettre sur la plateforme de ce jour, ils vont l'utiliser sur le site de Canoë.
plein d'utilisations. Donc, moi, je suis payée une fois. Puis, c'est ça. Puis, vu que j'écris dans un domaine que je dirais que les textes n'ont pas une longue durée de vie, la musique, tu ne peux pas, une fois que l'album est sorti, après, ça va être un autre album. Donc, tu ne peux pas remettre ton texte à jour vraiment. Donc, tu ne peux pas reprendre. Mais quelqu'un qui va écrire un texte sur l'Halloween, celui qui a acheté le texte l'année d'après, il peut juste travailler quelques petites affaires puis le remettre en ligne. Donc, je dirais que tout ce qui est créateur, finalement, se fait un peu fourrer par ceux qui mettent les choses en ligne parce que pour un média n'existerait pas s'il n'y avait pas les journalistes pour écrire le contenu. Sauf que je me suis déjà fait dire par le propriétaire d'Ivoire que ce qu'on écrivait valait rien. Donc, ouais, ça n'a pas de valeur. Puis, vu qu'il n'y a plus d'annonceurs qui achètent de publicité, notre produit ne retient pas l'attention, donc il n'y a pas de valeur. Puis, honnêtement, mes tarifs de journaliste, moi, ils n'ont pas augmenté depuis, même ils ont diminué au fil des années. Donc, bienvenue dans le monde du journaliste pauvre. Est-ce que c'est des nouvelles règles qui sont appliquées depuis les 5-10 dernières années ou c'était comme ça aussi avant le tournant du millénaire? Avec Internet. Internet a fait disparaître beaucoup de magazines parce qu'on ne pouvait pas, mettons un mensuel, on était toujours en arrière. Il y avait toujours du nouveau qui était publié sur le web et versus tout ce qui est médias culturels. Je pense à, mettons, un site, j'écrivais pour un magazine qui s'appelait Star Inc. Où on parlait de cinéma et de potins. Mais TMZ, quand il est arrivé, pourquoi le monde achèterait un magazine de potins puisqu'ils ont les potins en retard? Donc, il y a des magazines qui ferment comme ça parce que c'est ça, on ne peut pas être à l'affût assez rapidement, on ne peut pas publier assez vite. Donc, tu vois, de ton côté, tu es aussi une créatrice, tout comme Maxime le fait avec sa musique. Donc, vous avez vécu, justement, à cause de l'Internet, une baisse de régime de demande, vu que justement la demande a été morphée, a été transformée durant les années 2003, 2004, 2005, 2006 et plus. Oui. Donc, oui, la demande pour ça. Puis même 2009, ça a été la crise économique. En fait, 2008, au Canada, ça s'est fait beaucoup ressentir. C'est là qu'il y a eu beaucoup de médias qui ont fermé, plusieurs autres médias qui ont fermé ou qui ont changé leur mode de diffusion. Et puis ça a un impact aussi, je pense, sur les artistes et les ventes d'albums. Tu connais Simon Fauteux de Six Media? Qui était chez... Il me disait que, mettons, un artiste va passer à Tout le monde en parle. Là, c'est sûr, les ventes d'albums vont augmenter énormément le lendemain. Mais c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'émissions rassembleuses comme ça qui va faire en sorte qu'il va y avoir une hausse de vente de peu importe. Ça peut être aussi des romans. Donc, le fait qu'il y ait moins de personnes qui parlent des artistes, les gens qui ne sont pas très curieux ne vont pas découvrir des nouvelles affaires. Donc, ça a un impact. Ça, en fait, ça fait partie de la courroie de transmission dont tu parlais tantôt pour que le produit arrive jusqu'au consommateur. Oui, c'est une grande chaîne alimentaire qui a été sectionnée. Puis là, effectivement, ça revient aussi à ce qu'on va mentionner plus tard, c'est que les gens ont beaucoup moins d'intérêt sur la musique à cause que la musique est disposable. Ils vont acheter les tunes à 99 cents, ils l'écoutent 4-5 fois pendant 2, 3, 4 jours ou 2 semaines, puis après ça, pouf, c'est fini. Fait que tu peux pas construire une carrière sur ça, c'est impossible. Surtout dans la musique rock, dans la musique pop peut-être, mais la musique rock and roll ou hard rock ou metal, bien sûr, ça va à l'encontre justement de faire de construire du catalogue de qualité. En même temps, je dirais que ce processus-là, il nous est encore plus apparent, mais c'est parce qu'il est plus rapide. Écoute, je pense maintenant à plein d'entrevues que j'ai faites dans les années 90 avec des groupes qui ont eu des One Hit Wonder. Il y en a plein là, dans les années 90, des artistes comme ça, Chumbawanga. Tu sais, je pourrais me retourner, trouver des CD, des artistes qui n'existent plus aujourd'hui. Des fois, je pourrais feuilleter de vieux magazines ou des vieilles entrevues que j'ai faites. Je dis, que sont-ils devenus, eux autres? Puis finalement, mais c'est juste que je trouve que le phénomène s'est accéléré maintenant. Un artiste n'a même pas le temps de sortir son deuxième album. Des fois, il est déjà disparu. Tout est plus accéléré. On dirait que
les produits ils passent date plus vite. On va appeler les artistes un produit. Là. C'est comme si ta pomme, Oui. au lieu d'avoir 2 semaines avant qu'elle devienne pourrite, là, elle devient pourrite en une journée, mettons. Là, Ah oui, c'est fou. Je fais une comparaison. Là, Mais c'est comme un fil Twitter. Là. Dès que tu l'as plus dans ta face, ça n'existe plus. C'est très rapide et c'est très grave, effectivement. Et au travers de l'histoire, on se rappelle aussi qu'en fin 2001, il y a la compagnie, bien sûr, Apple, qui lance ce petit bidule-là, le iPod. Donc, jamais dans l'histoire de l'humanité, une petite patente de même pouvait retenir 500 ou 800 ou 900 tonnes, peu importe. Fait que ça, c'est sûr que ça va venir jouer dans la balance, le fait que les gens vont pouvoir justement vouloir écouter des MP3, parce qu'avant, bien, on les écoutait là-dedans. Tu mettais un CD, puis tu avais 12 tonnes, puis tu t'arrangeais avec les 12 tonnes quand tu allais faire ton jogging. Mais là, en avoir 500, là, c'est le jour et la nuit. Fait que c'est sûr que ça n'a pas aidé non plus le mouvement. Ça a aidé le mouvement, mais à l'inverse, dans le sens que la consommation était à son plein régime. Et puis même que jadis, avec le iTunes Store en 2003, Apple a négocié avec les compagnies de disques pour offrir leur catalogue, leur monstrueux catalogue, avec leur tunes à 99 cents chaque. Alors, ça, c'est avec le marketing agressif, eu pour l'effet d'amener le monde à acheter les tunes à 1 pièce ou bien 10 pour 99 pour l'album au complet. Toi, Maxime, en tant que musicien artiste qui joue dans plusieurs bands, si tu pouvais comme te remettre dans le temps, justement en 2004-2005, puis ouais, j'ai un band, je vends mes tunes 99 cents, ce serait quoi ton feeling? Là, parce que ça vient d'évaluer l'ensemble de l'œuvre. 10 pièces un album, une pièce la tune. Il n'y a pas avec ça. Là. Effectivement, mais genre, moi, je suis comme ambivalent avec ça. Là, moi, je suis comme toi aussi, j'ai un âme de collectionneur, mettons, puis je pense qu'un album, c'est une entité, ce truc-là. Fait que vendre une toune, je sais pas. Je pense que c'est l'entité, l'album en tant que tel que je trouve plus intéressant. Mais c'est sûr que si on avait eu la possibilité de le faire, on l'aurait fait, c'est sûr et certain. C'est juste que le business model qu'on utilisait, c'était pas ça pantoute, je pense. Mais tu sais, j'étais bien jeune, moi, dans le temps qu'on faisait Reanimator. Moi, je m'en foutais pas mal de ça. Je m'occupais de jouer de la bass puis d'écrire des tunes. Fait que j'étais pas trop du côté marketing de l'affaire. Mais moi, je pense que j'aurais pensé, puis je pense encore la même chose, que l'important, c'est de spread the word, comme ils disent. Mais moi, je suis bien plus du genre à quelqu'un qui achète l'album au complet que d'acheter une tune. Puis même moi qui consomme de la musique, je vais en écouter une pour me convaincre, mais c'est sûr que je vais acheter l'album au complet. J'ai jamais acheté une tune à l'unité, mettons, sur iTunes. J'ai piraté plein de tunes à l'unité, mais genre payé pour une tune, je comprends pas. Mais tu sais, comme je te dis, je suis comme ambivalent entre les deux. Là. Je paierais pas pour une tune sur iTunes, mais je paierais pour 10$ au lieu de payer 1$ pour avoir l'album au complet si ça vaut la peine selon moi. C'est comme avec les jeux vidéo, ils faisaient des démos dans le temps. Tu avais le démo, tu pouvais jouer 10 minutes, puis si tu aimais le jeu, tu l'achetais. Puis là, c'est le même principe, ça. Je suis d'accord avec le principe de faire des extraits, de l'échantillonnage, mais genre de payer pour ça, je sais pas. Là, c'est sûr que ça donne qu'on est tous fans de métal ici, mais dans la musique pop, la dynamique est très différente parce que sur un album pop, tu as 12 tunes, mais tu en as 11 que c'est de la merde, tu en as une qui est un hit. Donc, eux, ils perdent de l'argent à 99 cents la tune parce que c'est l'album qui vend la tune. Alors, c'est sûr que nous, en tant que fans de heavy metal et heavy rock, on va avoir tout le package au complet, puis les paroles, puis les patentes, puis le digipack, tout. Mais dans la musique pop, ça vient changer la game. Ça, c'est sûr que c'est le jour et la nuit. Puis même, est-ce que ça emmène un nivellement par le bas? Tu sais, pourquoi un artiste se forcerait à produire 12 bonnes tunes, surtout tout le coût qui peut être engendré par ça, si tu as besoin de payer un producteur spécial, quelqu'un qui va t'acheter, qui va de l'acro-écriture de chansons et tout. Dans le fond, c'est pourquoi se forcer pour faire 12 bonnes tunes s'il y en a juste 3 qui vont être populaires? Mais encore faut-il que ces bandes-là, il faut quand même qu'il y ait assez de bon matériel pour faire une tournée. Pas en show, s'ils ont juste une bonne tune, il faut que tu sortes 10 albums pour finalement faire un show d'1 heure. Tu sais. Là, c'est sûr que ça dépend de la carrière des artistes, mais de toute façon, aujourd'hui, dans les dernières 10 années, c'est rendu ça. Les groupes jouent sur le hit, donc les groupes jouent sur le back catalogue, puis bien sûr, les singles des back catalogues. Fait qu'ils produisent plus des albums. Quand ils font un album, c'est une excuse pour aller en tournée, pour jouer les vieilles tunes
qui étaient des singles jadis, parce que c'est ça que le monde veut l'entendre. Ou aussi peut-être parce que c'est juste ça que le monde connaisse, parce que c'est ça que le monde a downloadé dans les années 2000, parce que c'est juste ça qu'il allait chercher, les Mais au hits. défi, puis aussi, des fois, c'est les radios. Je pense à des radios comme Chaume, là, ils ne jouent pas les dernières tonnes des CDC, ils jouent encore le Black Album. C'est comme, voyons. C'est comme s'il n'y avait pas de nouveau matériel. Ah, je veux pas te casser, mais cet temps-ci, il joue pas mal beaucoup le dernier CDC, puis je suis plus capable à chambre. OK. Hier, J'ai pas encore écouté. Faut que je prenne le temps de l'écouter. J'ai pas le temps. Il y a trop d'affaires à écouter. Il y a trop de bonne musique dans le monde. Là. C'est ça. Mais ça, c'est vrai aussi que ce que tu mentionnes, que la radio va toujours se concentrer sur une ou deux tunes, donc les singles, parce que c'est ça qui vient driver les albums. Mais par contre, c'est pas quelque chose qui est applicable dans le hard rock ou le heavy metal. Un petit peu, mais beaucoup moins que la musique pop. Donc, c'est sûr que nous, avec nos bandes de death metal et de black metal, ben, c'est très différent parce que ça fait partie d'un ensemble, ça fait partie d'un tout. C'est pas juste une pièce, une ou deux pièces qui vont justement être l'intérêt du fan moyen parce qu'on va avoir toute la patente. Puis justement... Je serais curieuse de parler à juste un amateur de musique. Tu sais, c'est un musicien, tu travailles dans un magasin de disques, Maxime, donc la musique pour toi est différente, mais je serais curieuse de prendre le kidam là, métalleux. Est-ce qu'il prendrait juste une toune de temps en temps? On n'est pas des consommateurs normaux, nous autres. Non, c'est vrai. Fait qu'il faudrait que tu ailles chercher quelqu'un dans la rue, là. Vox Pop. T'as encore 20 minutes, encore 25 minutes pour aller chercher quelqu'un. Après, ils ne peuvent plus sortir, mais là, il faut que tu le gardes jusqu'à 5 heures. Mais justement, Maxime, on peut plonger un petit peu. Toi, quand tu étais au magasin et que tu vois des jeunes, des jeunes ou moins jeunes qui consomment, tu vois-tu des tendances? Ils te posent-tu des questions? Ah, j'ai entendu la toune, je veux ça. Ouais, mais l'album, t'es carrément. Non, je veux juste la toune. T'as-tu genre. T'as-tu un single? T'as-tu quelque chose qui coûte moins cher que 15$? Ça ne te permet pas d'acheter le disque au complet? Ben, non. Curieusement, non. Genre, je te dirais que il y a le peu de gens qui s'intéressent au hard rock heavy metal sont quand même passionnés, tu sais, puis ils sont prêts à écouter, mettons, mes conseils à moi, de leur dire « Ah ouais, mais cet album-là, vraiment meilleur. » Tu sais, OK, puis ils sont pas là « Ah, c'est trop cher » ou « Je veux juste une toune. » Tu sais, je pense que oui, tu sais, on parle là du téléchargement puis ces trucs-là, mais genre, je pense que ça ramène, puis tu sais, je le vois un peu en magasin, là, ça ramène un peu les vrais passionnés. Tu sais, c'est tellement disposable la musique, comme on disait, que ben, ça fait le tri, ça fait la sélection naturelle, je pense, un peu là, avec certains jeunes qui trippent bien gros à avoir l'album au complet, qui trippent bien gros à avoir le vinyle aussi. Tu sais, cette année à Noël, j'ai vendu des vinyles. Là. C'est même pas sérieux comment j'en ai vendu. Là, tu sais, là, je pensais même pas que c'était possible. Tu sais, là, parce que des vinyles, on en a depuis 2000, ben, sûrement avant. Là, moi, je travaille chez HMV depuis 2013. Puis en 2013, on en avait peut-être 50 différents. Puis on en vendait quoi? Genre 2 dans le temps des fêtes. Là, je dois avoir vendu genre à peu près rien qu'à repas au-dessus de 1000 vinyles. Puis n'importe quoi. Là, c'est sûr, les affaires populaires, ils sortent vite. Là, genre Queen avec le film de Queen, je te dirais que ça prenait pas 5 minutes que genre toutes les Queens sortaient. Mais non, le monde, il voulait pas nécessairement avoir une tune. Le monde, à cette heure, c'est soit ils écoutent sur Spotify avec leur cellulaire. Là, ils peuvent l'écouter leur tune tout seul. Mais quand ils viennent chez le disquaire, ils veulent avoir l'album au complet. Ils sont prêts à mettre même plus que 15$. Là, les vinyles, ça coûte quand même cher. Ils sont comme 30-35$. Puis s'ils ont un peu de budget, puis ils sont un peu passionnés, tu peux arriver sans faire mon vendeur de char, là, comme on dit. Là, j'arrive à convaincre des jeunes d'acheter des affaires qu'ils n'auraient pas achetées. Là, parce qu'ils viennent dans l'optique. Il y a moins de monde qui viennent, mais ils viennent dans l'optique de se faire peut-être conseiller, au moins parler de vive voix avec quelqu'un passionné de rock. Puis moi, en tout cas, au Sunrise à Repent, je mets souvent du hard rock, vu que je suis fan de ça. Puis je suis pas sûr que toutes les autres Sunrise au Québec ils font jouer Revenge de Kiss dans le tapis dans le magasin. Là, je penserais pas. Mais ça permet, genre, à des gens d'entamer la discussion. Justement, Mike, tu venais, puis on pouvait parler pendant une demi-heure de rock, puis des fois, il y a des clients qui nous écoutaient, puis sûrement que ça les inspirait. C'est revenu un peu, je pense, dans le magasin de disques, là, le côté fanatique collectionneur. Parce que, genre, même moi, là, je n'avais un iPod, comme tu as montré, mais je n'ai plus besoin. Avec Spotify, là, au lieu d'avoir 500 tonnes, j'ai 20 millions de tonnes. C'est pire encore le choix. Là, fait que moi, quand j'écoute de la musique on the go, j'y vais avec ça, mais j'achète quand même beaucoup de musique. Puis je pense que des plus jeunes que moi, eux, quand ils font le choix d'acheter des disques, ils vont l'acheter au complet. Est-ce qu'il y a encore du monde qui arrive dans le magasin puis là, ils veulent acheter une chanson, ils ont entendu une toune, puis ils font tu sais, la toune là, qu'on entend, là, puis que. OK. C'est des vieux.
Oui, c'est vrai. Puis je n'ai pogné un. Ah, c'est qui chante ça donc? La toune Conversation téléphonique, c'est une vieille toune des années 80, là. Comment elle s'appelle? Donc, j'ai réussi à trouver le monsieur, il croyait pas ses oreilles, il m'a comme chanté un bout. En tout cas, il avait tapé la radio à sa job, j'ai réussi à le trouver. Je ne sais plus qui chante ça, là. Conversation téléphonique, ça ressemble à du Diantel, whatever. OK. Puis j'ai réussi à le conseiller comme il faut, je l'ai trouvé, puis là, le gars était là. Hey, t'es trop fort, man. Mais tu sais, je pensais pas que ça. De temps en temps, on en pogne du monde qui arrive. Ah, c'est quoi, tu sais, la toune, là? Nanana, puis qui te fredonne de quoi? Il y en a encore, mais pas beaucoup. Pas des jeunes, en tout cas. OK. Je trouve ça toujours bien drôle parce que j'ai déjà travaillé dans un magasin de disques. Ouais, c'est tout le temps comique. C'est ça qui est le fun. Au moins, on sait que les magasins, il y en a beaucoup moins parce que jadis, il y en avait dans chaque centre d'achat, il y en avait 2, des fois 3. Ils en vendaient même chez Sears, puis à l'Abbé, puis chez Eaton, etc., etc. Mais là, aujourd'hui, les magasins, il reste 2 chaînes, plus quelques magasins indépendants. Donc, c'est vraiment au compte-gouttes. Fait que c'est le fun, justement, ou ça doit être le fun, mais moi, je travaille pas là, mais en tout cas, ça doit être le fun, justement, quand tu as un fan qui demande, commence à avoir de la conversation. J'ai entendu ça ou j'ai échantillonné ça sur Internet. Là, je veux l'acheter. As-tu d'autres affaires qui ressemblent à... Puis là, ça crée une conversation. Puis là, finalement, il sort avec 2, 3 patentes, puis il paye, puis il s'en va, puis il est content, puis il revient la semaine prochaine, puis nanana. Fait que ça, effectivement, peut-être que ça n'aurait pas existé si on n'aurait pas eu d'Internet pantoute, puis que c'était comme à la bonne franquette, puis on écoutait la radio encore, les radios communautaires ou autres, et puis que justement, ils découvraient de cette façon-là. Peut-être que ce ne serait pas de cette façon-là, justement, que les gens consommeraient, ou peut-être que ce serait encore plus exponentiel, mais bon, ça, on ne pourrait jamais le savoir. Et je voulais te demander aussi, Christine, jadis, bien sûr, à la radio, tu recevais des disques promo Oui. complets, des albums complets. Là, à un moment donné, si tu te rappelles bien, mi-2000, il y a eu un tournant. Ils ont commencé à envoyer des CD samplers, des tunes édites ou des tunes à moitié. Puis là, finalement, aujourd'hui, ils t'envoient un lien, puis là, finalement, ils n'envoient plus rien. Comment ça se passe dans la promotion de l'album, vu que justement, le produit final, les gains sont quasi zéro, là? Des fois, je suis surprise parce que il y a. En fait, aussi, le fait que les compagnies de disques font moins d'argent, ils ont eux autres aussi congédié des gens. Donc, tous ceux qui faisaient la promotion à l'interne, ils ont été. Les compagnies de disques engagent des gens de l'externe, donc quelqu'un qui va faire les relations de presse pour plusieurs compagnies de disques. Donc, moi, je me retrouve à recevoir beaucoup plus de matériel que je recevais avant. Des fois, des labels vraiment obscurs que peut-être qu'ils n'auraient pas eu les moyens de faire du shipping, qu'ils n'auraient jamais découvert mon émission, que j'existais dans la vie. Mais de l'autre côté, il y a des... puis aussi, à cause de ça, des fois, je perds. Il y a des trucs que je ne reçois plus parce que, mettons, Prosthetic, ils ont congédié toute leur équipe de presse. Là, ils ont engagé quelqu'un de l'externe qui n'a pas ajouté mon courriel dans sa liste, mais je ne reçois plus leur matériel. Puis on s'entend que quand tu reçois plein d'autres labels, des fois, tu ne vas plus penser à aller écouter certaines affaires. Donc, moi, comme journaliste, je trouve que je m'adonne à négliger beaucoup de groupes qui mériteraient d'être découverts parce que je ne reçois plus leur matériel. Je ne reçois même plus de newsletter, en fait. Faut que j'aille chercher moi-même pour pouvoir avoir affaire à ça. Ou un autre phénomène qui est récent, c'est qu'on va nous envoyer juste un lien streaming pour une critique d'album. Ben non, moi je m'excuse, là, je ne vais pas rester. Parce que moi, j'écoute mes albums à peu près une dizaine de fois avant de les critiquer. Je ne resterai pas 10 heures en arrière de mon ordi pour écouter ton album, pour faire la critique. Fuck you. Bon, excusez, c'est des gros mots. Mais en fait, c'est qu'on reçoit tellement d'autres albums que je vais aller vers... puis même, des fois, je me force à aller chercher des trucs un peu plus obscurs à critiquer pour faire changement. C'est sûr, il y a des gros noms qu'on veut faire, mais j'essaie de varier un peu ça pour donner la parole à tous. Ça répond pas à ta question? Oui, mais ça, je veux savoir parce que je savais déjà, mais je voulais savoir que pour nos auditeurs, parce qu'avant, tu recevais un vrai CD. Oui. Après ça, ils t'envoyaient un CD. Des fois, c'était comme la moitié ou genre des tunes edit, comme j'ai mentionné, avec un beep dedans ou genre juste quelques tunes. C'est ça. Puis pour la radio, on s'entend que tu ne peux pas les faire jouer. Ça n'avait pas de bon sens. Ça, c'était vraiment ridicule. Cette passe-là. C'est sûr que la qualité du KPBS n'est pas nécessairement, c'est sûrement pas du 356, je crois.
Moi, je vais recevoir puis 256. Fait que ça ne peut pas jouer. C'est pas la meilleure qualité au monde, là, mais c'est suffisant, je trouve, pour faire une critique qui est respectable, qui apprécie ou non la qualité sonore. D'ailleurs, si je nécessité de petits écouteurs un peu plus de qualité, justement, pour porter attention à ce type de choses-là. Parce que je me dis aussi, au travail de la promotion, si tu envoies juste un lien pour écouter du stream, comment tu fais jouer ça à la radio? Ben, imaginons que tu as encore une Ouais. émission, là, comme, comment tu fais pour jouer ça à la radio? Tu peux Mais pas. j'imagine que pour les radios, ils doivent envoyer seulement l'extrait radio qu'on peut Wow. télécharger. C'est Ou peut-être maintenant dans un peu les cheap, studios, ça. dans les studios de prod, ils doivent avoir Internet qui font jouer tous les mois. Ça a changé tellement. Entre le moment où j'ai arrêté de mon émission en 2017, ça doit avoir comme complètement tout changé déjà. Là, la façon de faire jouer la musique à la radio. Mais bref, donc quand je reçois juste des streamings, je trouve ça un peu triste. Je les écoute quand même là, quand je fais mes playlists pour Stingray, parce que Stingray, eux autres, ils achètent les chansons qu'ils vont mettre sur leur liste. Mais tu sais, c'est ça. Moi, une fois que je les ai écoutés plein de fois, même des fois, on a des écoutes limitées. Tu peux écouter 3 fois le streaming, puis après, tu as plus accès à rien. C'est bien cheap. Ça explose. Comme une mission impossible. Ce serait chiant s'ils faisaient comme les bibliothèques. Tu peux télécharger tes disques, tes livres électroniques. Tu les as 21 jours, puis après, ils disparaissent. Ça serait chiant! Adios. Tous les albums que je reçois, ils disparaissent après 21 jours. Je serais comme Fait que c'est pour ça qu'il faut avoir du produit physique sous les mains. Ouais. Yeah. Bien important. Dans l'histoire continue, au travers des années mi-2000, l'industrie s'ajuste et offre éventuellement des CD avec des parties interactives, des CD avec DVD, des CD avec des contenus web branchés exclusifs et bien sûr des hybrides, des préventes avec des downloads instantanés, ce qui est la mode présentement. Et bien sûr, sur le côté de la bande, on voit aussi une évolution avec le boom du vinyle et le retour inattendu de la cassette depuis les 3-4 dernières années. Et vous, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes consommateurs des produits physiques actuels, malgré que tout est disponible au bout du clic avec les radios stream? Ouais, le vinyle, ouais, là. Totalement. Je ne rachèterai pas de cassette neuve, là. Oh. J'en ai, ça me dérangerait pas. Je voulais, avec mon band, faire juste en cassette. Mais là, finalement, avec la pandémie et tout, j'ai comme rien fait, là. C'est juste sur Internet, là. Mais un bout de temps, je voulais juste faire des cassettes, juste pour le thrill, là. Mais je ne vois pas l'attrait d'acheter une cassette, personnellement, là. Mais un vinyle, ouais. Tu sais, là, j'ai toujours trippé sur les grosses pochettes, veux pas en partant. Puis les gatefolds, des trucs de même, ben, genre aussi, soi-disant, le format est de meilleure qualité sonore. Mais j'ai eu plein de clients qui m'ont dit l'inverse, là, depuis que je travaille là-dedans, qui m'ont dit que c'était des MP3 qui ripaient ces vinyles, les grosses compagnies, puis que c'est de la merde, dans le fond. Écoute, je suis pas assez, j'ai pas un système de son à 2 millions, fait que je remarque pas vraiment la différence entre mon cell sur Spotify et mon vinyle de British Steel. Ça sonne pas mal pareil les deux, là, mais du moins, je n'achète encore beaucoup là, des vinyles. C'est sûr que même au lieu de l'acheter en CD, à cette heure, j'achète que des vinyles. J'achetais des CD encore quand j'avais une radio dans mon char qui fonctionnait. C'est la seule raison pourquoi j'ai acheté des CD encore. Non, moi, j'achète plus. J'achète numérique maintenant. J'ai plus de place chez nous. Des fois, je me dis que le plancher va tomber au rez-de-chaussée. Donc, mais surtout, je suis allergique à la poussière. Des fois, je fais juste comme sortir 1 ou 2 CD pour j'ai quelque chose. Après, j'ai mal à la gorge pendant 3 jours. Fait que, c'est ça. J'ai beau avoir acheté ma Dyson quand tu es allergique à la poussière, c'est terrible. Donc, puis non, j'ai pas de table tournante, donc pas de vinyle pour moi. Et Dieu sait que j'achèterai encore moins des cassettes. Donc, moi, je suis numérique all the way maintenant. Dû au manque de place. Au manque de place, oui. Puis, c'est drôle parce que dans les dernières 20 années, une des raisons aussi, on parle du fait que tout est disponible gratuit, que le monde veut plus payer pour un produit. Mais tu sais, au pied carré, comment ça coûte cher acheter un condo? Pas pour rien. Là, le monde n'a pas de place pour mettre des CD. Tous mes amis que j'ai qui ont acheté un condo ont tous vendu leurs livres, leurs CD. En fait, on ne les vend plus maintenant, on les donne parce qu'il n'y avait pas de place.
sais, je veux dire, quand tu payes 350 000 pour un petit 750 pieds carrés, ben, c'est sûr que les CD, t'en veux pas. Tu veux du numérique. C'est sûr Autre que argument. c'est sûr que c'est plus user-friendly de pouvoir pitonner n'importe quoi sur ton appareil que d'avoir tout ça chez vous dans ton sous-sol qui Ben, c'est ramasse la sûr, ça prend de poussière. l'espace. Oui, c'est sûr, ça prend de la place. Faut être, tu sais, moi, jamais je me débarrasserais de ça. Je serais bien mal pris là, si je voulais m'acheter un endroit pour vivre parce que j'ai pas les moyens. J'aurais pas les moyens de stocker tout ça. Je pourrais pas acheter assez grand pour tout ça. C'est triste, hein? Ou Ben, bien, il faudrait que je me fasse faire tu sais, des bibliothèques jusqu'au plafond. ben, peut-être que si tu vends tes CD, tu vas te payer une maison, tu sais jamais. Bon, bon. Seigneur. Les CD, ça se vend-tu encore dans les trucs usagés? Ouais, mais Oh. vraiment pas cher. Non. Ouais, ça vaut Genre pas une la peine. pièce, là. Il y en a. Moi j'ai complété mes collections dans les magasins de used, mais c'était les vinyles qui vendaient le plus, mais les CD, OK. 50 cents, une pièce, là, puis il y en a qui c'était 4 pour une pièce même. Là. Ça dépend quoi, là, mais ça vaut plus rien. C'est triste pour les artistes. C'est sûr que c'est triste, puis n'oubliez pas, hein, c'est une roue. Hein. Aujourd'hui, on a un gros hype sur les affaires vintage 80s, donc justement le vinyle et éventuellement la cassette. Fait que le CD va revenir, éventuellement le CD sera on top, puis là, les milléniaux qui n'ont pas grandi avec un Discman, avec des trucs comme ça, ils vont voir, wow, une rondelle d'aluminium, c'est bien cool, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Ben, en tout cas, de façon de parler. Fait que tout a un cycle, hein. Fait qu'éventuellement, ça que moi, mes disques, je les garde, j'ai des doubles, j'ai des triples, et à un moment donné, si jamais quelqu'un a une offre, donc on verra. Mais moi, je collectionne des produits, puis deux, éventuellement, oui, il y aura aussi. Tout comme il y a un boom sur le vinyle, il y a un boom sur la cassette, ben, éventuellement, il va y avoir un boom sur le disque compact Ah, c'est sûr. et d'autres patentes qui vont. C'est un cycle. Fait que, ça va revenir. Fait que débarrassez-vous pas de vos trucs à 50 cents, mais ça vaut pas la peine. J'ai encore même mon Discman. Nice. Mais tu sais, c'est quoi la raison pourquoi ça revient, les cassettes? Genre, moi, j'ai comme rien compris. Là, ça sonne même pas bien, une cassette. Fait que tu sais, genre, si les cassettes peuvent revenir, je vois pas pourquoi les CD dans 10-15 ans, ça ne reviendra pas. Là, en tout cas. Je sais pas qui a eu l'idée en premier de se dire, oh, tiens, on va relancer une cassette. Puis là, les autres, ils n'ont pas nécessairement trouvé ça cool. Ils ont pensé que c'était hot, fait qu'ils le font. Ben, pour ce qui est. Ah, allô, site, allô! Pour ce qui est de la cassette, c'est sûrement relié au fait vraiment kitsch, au fait vintage. C'est un entraînement. Le vinyle était là, le vinyle a été détruit, le CD a pris la place, puis là, tout le monde pensait que le vinyle était plus là, sauf dans l'underground, bien sûr. Puis là, en début 2000, justement, où est-ce qu'on est rendu? Ah, ben là, tu sais, j'aimerais savoir de quoi, puis la pochette complète, puis les photos, puis les paroles, tout le kit. Sur un CD, c'est microscopique, nanana. Je veux avoir un son analogue, je veux pas avoir un mix qui est trop boosté comme 2003-2004. Fait que ça vient jouer justement chez les fans, les collectionneurs qui veulent avoir vraiment le vrai enregistrement analogue, surtout les affaires vintage 60s, 70s, puis début 80s, avant l'ère digitale finalement. Fait que ça, c'est sûr que ça a venu justement nourrir le fanatisme pour l'achat du vinyle. Puis qu'est-ce qui vient après le vinyle? Ben, la cassette, parce que ceux-là qui n'ont pas vécu le Walkman, puis ah ouais, il faut que tu rewindes plusieurs fois pour aller réécouter ta tune. Mon Dieu, c'est bien compliqué cette affaire-là. Non, ouais, ils veulent vivre ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Fait que ça l'attend. Puis en plus, faire des cassettes, ça coûte super pas cher. Puis dans certains marchés moins fortunés, ben, ça se vend pas cher. Donc, il y a des bands qui peuvent faire beaucoup de copies en tape versus le CD parce que le CD coûte plus dispendieux à produire en quantité. Donc, c'est encore relié à l'économie. Puis quand on est dans un band indépendant, Maxime, n'est-ce pas? L'économie, c'est ce qui fait runner la machine ou ce qui continue à faire runner la machine. Hein? Qu'est-ce qui serait le moins dommageable pour l'environnement entre le CD et le tape? Yeah. Moi, je dirais le tape parce que le CD, c'est une rondelle d'aluminium. Fait que je suis pas sûr que l'aluminium dans la nature, c'est pas une bonne chose à laisser traîner. Hein. Et non, je pense pas. Peut-être que pour faire des murs solaires un jour. Peut-être. On ne sait jamais. J'avoue.
Et puis, Maxime, je vais te demander, en tant que vendeur dans un magasin depuis les dernières années de HMV et bien sûr avec le Sunrise qui a acheté l'ensemble de leur location, est-ce que tu as vu un changement? Tu as un peu répondu tout à l'heure. Est-ce que tu as vu un changement sur les modes de consommation? Est-ce qu'avant, est-ce qu'il y a eu, as-tu vécu une drop puis une remontée ou est-ce qu'on est encore dans la drop ou est-ce que c'est plus fort qu'avant, que 2 ans plus tôt ou 2 ans plus tôt ou 2 ans plus tôt? Est-ce que tu as vu des derniers changements dans les 6-8 dernières années en tant que disquaire indépendant? J'ai pas mal résumé tantôt. Ça revient un peu au même. Là, il y a moins de monde, mais du monde plus willing de découvrir et d'utiliser le disquaire à sa bonne. À quoi c'est supposé être, là, d'aller voir un expert là-dedans. Je me considère pas comme un expert, mais en tout cas, du moins quelqu'un qui connaît un peu ça. Puis d'aller y poser des questions. Puis il y a plus de monde qu'avant. Avant, les gens s'en foutaient bien raide, là, mettons, là, de venir me parler. Je te dirais, là, c'est quoi, 2013, ça fait genre. Mettons, on va arrondir, là, 10 ans. Genre, les gens ne me posaient jamais de questions. Ils voulaient savoir, il est où le CD là, de Sylvain Cossette ou là, les gros vendeurs. Il y avait moins de fans. Puis je pense que les gens, les métalleux comme moi, ils allaient pas nécessairement. Genre, je pense qu'ils pirataient, il faut croire, parce que j'en voyais pas beaucoup. Là, puis il y en a de plus en plus. Mais tu sais, les jeunes métalleux, en tant que tel, il n'y en a pas beaucoup. Je te dirais que c'est plus le rap qui pogne avec les jeunes. Puis moi, je me permets de leur montrer le old school rap qu'ils ne connaissent pas. Fait que là c'est là que je les ai dans la poche. Mais des genres de jeunes métalleux, il n'y en a pas tant que ça. Ils pourraient en avoir plus. C'est ce qui est plate, c'est que je trouve que la guitare est plus, la guitare est plus à l'avant-plan dans la musique. Ouais, je trouve pour les jeunes. Même moi, je suis prof de musique, j'ai des cours de guitare puis de bass. Puis cette année, c'est l'année que j'ai aucun élève. J'ai aucun nouvel élève en guitare. Tout le monde joue du piano à cette heure à cause d'Alexandra Strediski et ces cossins-là. Oh. Non, mais c'est vraiment très populaire. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent jouer du piano. Là. C'est comme devenu à la mode, là, je te dirais. Puis la guitare électrique, là, la guitare. Fait que ça c'est sûr que ça a un lien forcément, je pense, sur le rock'n'roll qui est vendu en magasin. Les jeunes, là, ils vont s'en crisser bien raide là, de Kiss, mettons. Là. Je parle de Kiss, ça fait 2 fois, là, mais ça les touche pas. T'sais. Mais il y a quand même encore des gens intéressés. Il faudrait qu'il y ait plus de... Je sais pas comment ils pourraient s'intéresser plus à ça. Il faudrait qu'il y ait peut-être de la nouvelle musique qui les touche plus que des vieilles affaires que nous, on parle sans cesse de vieux classiques. Ouais, les autres, c'est sûr qu'ils sont peut-être pas nostalgiques. Ben, en fait, ils n'ont pas de raison d'être nostalgiques de notre époque, ils n'étaient pas là. Mais tu sais, tantôt, tu parlais du fait est-ce qu'il y a plus de monde qui vont dans les magasins de disques. Je me demandais voir si ça pouvait pas être lié au fait qu'il y a une mer de produits disponibles. Puis là, toi, tu demeures un peu comme l'espèce d'encyclopédie ou le dictionnaire où tu en écoutes beaucoup. Fait au lieu d'aller écouter pendant 8 heures sur Bandcamp pour voir si tu n'ouvriras pas quelque chose à leur goût, mais c'est plus simple d'aller voir un gars qui aurait pourrait faire un bon résumé de ce qui est bon et nouveau à entendre. Ouais. Tu sais, ce rôle-là est encore rempli, je pense. Là, je le fais encore, je le faisais plutôt quotidiennement. Mais il n'y a pas encore assez de monde à mon goût. Là, en tout cas, je parle à Repentigny, là, je ne suis pas d'un magasin dans le temps de Montréal. Là. Je pense pas que c'est la même game exacte. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus, je pense, hein, dans le centre-ville. Non. Parce que, tu sais, c'est comme, des fois, je vais sur Bandcamp, justement, dans le cadre du travail, puis, je veux dire, je regarde dans le métal, puis il y en a, puis c'est une mer sans fond, là. Puis, si je regardais pour l'équivalent, mettons, en pop, ça serait à peu près multiplié par 100, là, j'imagine. C'est un peu déprimant, là. Si c'est un nouveau band qui t'arrive, puis que tu mets tu drops ton album dans la mer Bandcamp, quelles sont les chances que tu atteignes quelqu'un? C'est vraiment pas évident. Non, c'est dur. On dirait qu'il faudrait que quelqu'un en parle. J'écoutais un YouTuber là, pas si long, puis il expliquait que tous ces artistes-là, il appelait ça des TikTok artists. Là, c'est ceux de la génération TikTok là, qui font une tune autoproduite. C'est souvent du genre d'espèce de rap qu'ils font. Ouais, des mixtapes. Ouais, c'est ça. Ils font comme des mixtapes. Puis, tu sais, la seule façon que ça les permet d'être connus, c'est par TikTok. Puis, en s'inscrivant sur des playlists. En mettant leurs chansons dans des playlists, là, comme tu parlais de Stingray tantôt, c'est leur façon de se faire connaître. Même moi, mon band, c'est en site là, en temps de COVID, là, c'est bien beau, mes amis l'ont acheté, mais genre, je fais quoi d'autre? Il n'y a pas beaucoup de moyens. Là, c'est triste. Il y a encore des émissions de radio, quelques-unes. Je sais qu'à CISM, ils en ont une nouvelle.
C'est ça. Faut vraiment faire un gros travail de marketing. Ouais, c'est ça. Parce que tu as beau mettre ton truc sur Internet, ça ne veut pas dire que les gens vont le découvrir. Parce que de toute façon, les algorithmes nous maintiennent prisonniers de nos habitudes. Donc, Exact. si tu veux découvrir d'autres choses, si tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras pas. C'est bien vrai. Hein? En fait, c'est con. C'est comme quand, des fois, je regarde dans le dictionnaire, tu cherches un mot, tu ne sais pas comment il s'écrit, mais si tu cherches le mot dans le dictionnaire parce que tu ne sais pas comment il s'écrit, c'est compliqué. Parce que tu ne le trouveras pas. Ah, c'est pas fou. Tout à l'heure, Christine, tu questionnais Maxime sur la réalité en magasin. Toi, jadis, quand tu étais au Music World, est-ce qu'il y a du monde qui allait justement te questionner sur Ah, j'ai entendu cette tune-là. Oui, ça arrivait. J'avais travaillé pendant la période des fêtes. J'ai travaillé 7 semaines chez Music World. Puis, j'étais fascinée par ça parce que moi qui j'écoutais, en fait, à l'époque, j'écoutais vraiment de tout là, parce que j'écrivais pour le fil d'aujourd'hui. Donc, j'écoutais autant de la pop que du métal. Puis, ça me servait une chance. Mais quand c'est à l'époque aussi du début des émissions de télé. Mettons, quelqu'un entendait une chanson dans une émission, de télé culturelle. Moi, je n'écoutais pas la télé, là, donc, surtout la télé québécoise. Donc là, j'étais vraiment mal pris parce que je ne savais pas. T'imagines, si j'avais été au début de l'époque de Star Academy, des affaires de même, là, j'aurais capoté, là, parce que je connaissais encore moins ce type de musique-là. Ça doit t'arriver, Maxime, que quelqu'un va acheter le nouveau succès de la star, de la voix ou. Ouais, ça arrive. On n'a pas le choix de vivre avec. Là. Tantôt, tu parlais de Tout le monde en parle. Ça, c'est effrayant comment que c'est comme un baromètre là, de la popularité des affaires. Là. Si quelque chose passe à Tout le monde en parle pendant des semaines, on se fait dévaliser bien raide. Alexandra Strelitzky, que je parlais tantôt, qui est super bonne pianiste, là, c'est de la musique instrumentale. Ça, là, elle a passé à Tout le monde en parle la première fois, ça a été incroyable comment c'est devenu méga, méga populaire. Mais des fois, il y a des affaires que j'aime pas nécessairement, là, que je me fais demander. Là, genre Roxane Bruno, ces affaires-là. Moi, c'est pas dans ma tasse de thé, mais je ferais pas du bashing. Là, mais je me fais souvent demander des affaires que je trouve pourries, mais j'essaie que ça paraisse pas. Là, je fais des jokes un peu, là, des petites jokes comiques. Là. Faut que tu vendes quand même des CD pour que le magasin reste ouvert. Exact, sinon ça va aller mal. Oui, puis en plus que le Sunrise de Maxime, c'est dans un centre d'achat, donc c'est une réalité différente qu'un magasin seul avec un pignon sur rue. Donc, ils sont enchaînés par justement un local de centre d'achat. Donc, faut que ça roule pour que ça se paye, hein, ces affaires-là. Fait que c'est très. T'as moins de contrôle qu'un magasin indépendant que tu peux ouvrir n'importe quand, faire ce que tu veux finalement. Là. Fait que ça vient aussi jouer sur le type de clientèle ou comment justement la clientèle accède au bac. Parce que il faut que le centre d'achat est ouvert de telle heure à telle heure, tel jour à tel jour, puis tu sais, that's all. Fait que ça, c'est une réalité aussi différente que tu dois gérer à chaque peut-être pas là, parce que là, vous n'êtes pas ouvert présentement, mais. Alors, je gère pas grand-chose. Depuis, non. Ainsi va la vie. Ceci dit, éventuellement, le download n'existe plus. Hein? Ouais, parce que maintenant, tout est en streaming, comme on mentionnait depuis tout à l'heure. Donc, l'usager ne possède rien. Alors, aujourd'hui, en 2021, la popularité du stream, c'est-à-dire Spotify et les autres, sont ancrés dans les modes de consommation. Mais 20 ans plus tard, est-ce que les principaux acteurs, les artistes, sont mieux ou moins mieux qu'en 2000, selon vous, bien sûr? Madame Forcier? Sont moins bien servis. Écoute, c'est même pas un sou par tonne qu'un artiste reçoit. Là. Ça me fait penser à l'épisode de Seinfeld où il recevait 700 chèques de 1,70 cents. Il fallait qu'il signe pour les encaisser. Donc, des fois, Daniel Mongrain de Voivode en parle. Là, il avait reçu une rétribution de 5 $. Ben, moi, c'est à tous les 2 ans, je reçois un chèque de Copydeck justement pour les reproductions de mes articles et tout. Donc, plus que tu en écris, plus que tu as des gros chèques, mais ou bien même les droits d'auteur, là, dans le fond, c'est des droits d'auteur. Mais moi, je trouve ça terrible là, que. Moi, ça me fait capoter que quelqu'un s'enrichisse
sur le produit de créateur. Tu sais, on s'entend-tu que l'inventeur de Spotify, il n'y aurait pas une somme dans ses poches s'il n'y avait pas des millions d'artistes qui n'avaient pas créé de la bonne musique. Je suis bien d'accord, mais moi, je me demande à quel point cet argent-là que le gars de Spotify fait maintenant, est-ce que c'est de l'argent que les compagnies de disques faisaient à l'époque, qui sont pas nécessairement... Tu sais, je veux dire, c'est comme un middleman, d'une certaine façon, là, les grosses compagnies de disques. Puis, tu sais, je checkais souvent sur YouTube des rants de Frank Zappa par rapport aux grosses compagnies de disques puis des espèces de big boss de ça qui connaissent fuck all rien de la musique. Puis les autres sont juste là pour faire du cash. On dirait que c'est comme juste d'autres acteurs qui font le même rôle. Mais en fait, je sais pas, je connais pas les chiffres. Moi, récemment, les seuls chiffres, c'est Dan Mongrain que j'étais ami Facebook avec puis que j'ai vu faire des longs rants sur... 5 là, tu sais. Ah, c'est ça, c'est ridicule, pareil, là, tu sais. Puis, mais je sais pas à quel point tous les chiffres exacts, là, par rapport à ça, mais j'ai l'impression que, ouais, ils se font plus... Les artistes se font plus rip-off, là, qu'avant, mais c'est une impression que j'ai. Je suis pas sûr que... Parce que, encore une fois, c'est juste comme un mini... C'est le nombre d'écoutes que tu as eu. Donc, on s'entend que le pop, c'est des millions sur différents marchés. Mais quand tu compares encore une fois dans la mer de toutes les écoutes, c'est facile de passer inaperçu. Puis encore là, c'est les algorithmes. Spotify va te faire écouter des affaires qui ressemblent à ce que tu as écouté avant. Donc, tu vas toujours réécouter à peu près les mêmes affaires. Donc, c'est encore une fois du monde qui ont eu la bonne idée, qui font l'argent. Ah, c'est ça, c'est une bonne idée, je pense, là, cette affaire-là. Mais il devrait peut-être, je sais pas, charger plus cher au monde. Je trouve que c'est. Tu sais, moi, je le paye, là, le Spotify Premium, c'est pas cher, là, tu sais, ce que je paye par année, mettons, là, pour avoir accès à tout ça, là, tu sais. Tu sais, genre, mettre un petit peu plus cher, payer plus une plus grosse cote aux artistes. Mais il va se passer de quoi, c'est sûr, à un moment donné, là. Il va y avoir tellement de plaintes, là, tu sais. Puis là, il y a des Dan Mongrain, à un moment donné, ça va être des. Je sais que Tom York, là, de Radiohead, il a déjà fait des rants, ça va être tout le monde à un moment donné qui vont boycotter ça. Probablement, je parle peut-être d'ici 5-10 ans, ils vont régulariser ça, j'ose espérer. Là, tu sais, tantôt, quand je parlais du moment que peut-être les albums vont disparaître, c'est aussi ça. Pense à tous les groupes qui pourraient éventuellement enlever leurs produits d'un service de streaming. Souvent, ils n'ont pas le choix, là, c'est dans leur contrat d'album qu'ils doivent mettre les albums dessus, mais tous ceux qui ont leur droit sur leurs produits, tout ça, si c'est enlevé des plateformes, ben c'est comme si ça n'existait plus. Ouais, parce que tu sais, la façon facile, même pour les gens qui ne payent pas le premium, c'est tout sur Spotify quand j'ai des clients là, qui viennent au magasin. C'est là-dessus. Puis même mon band, genre, tu sais, je me suis mis sur Spotify, là, ils sont dessus les tunes. Mais moi, c'est d'un point de vue facilité d'accès parce que c'est rendu. Tout le monde a ça sur leur téléphone. Tu sais, si on recule au début plus tôt dans ta présentation, Mike, on parlait des iPods puis tout. Tu sais, ça n'aurait pas marché avant, là, une affaire comme ça. Maintenant, tout le monde a un téléphone intelligent, tout le monde a un mini ordinateur d'accéder avec l'Internet tout le temps. Tu sais, c'est la façon la plus pratique de transmettre de quoi, mais ça a ses bons et ses mauvais côtés, là, définitivement. Tu sais. C'est un mal nécessaire ou un bien nécessaire. Parce que si on se remet dans la même catégorie, la même réalité en 2000, puis un CD est vendu 20$, ben, tu as peut-être 4$ qui vont au band, fait que ça fait comme 1$ chaque gars, disons. Là. Mais là, aujourd'hui, il faut que tu sois streamé 10 000 fois pour faire 42 cents ou peu importe c'est combien. Là. Qui va streamer? Quel album? Ben, mis à part peut-être les gros albums, là, peut-être pour Destruction puis Hysteria, là, dans le heavy rock, dans le metal, mais Reanimator, qui va streamer 10 000 fois cet album-là pour que tu fasses 1$ à la fin du mois? C'est pas que c'est impossible, mais c'est very unlikely. Ouais, je dirais pas son nom, mais j'ai un de mes amis qui fait ça avec une tune sur son album sur Spotify qui dure 30 secondes. J'ai vraiment le goût de le nommer, mais je le ferai pas. Là. Puis lui, il a fait ça. Là. Il a laissé son ordi rouler sur repeat la tune de 30 secondes, même pas 30 secondes, 10 secondes. Puis il a fait de l'argent avec ça. Puis là, il était comme là, ils me pogneront pas. Puis là, en tout cas, ça se tinait comme dire, c'est sûr qu'ils vont, à un moment donné, ils vont comme s'apercevoir. C'est toute la même adresse IP. C'est ça. Ben lui, en tout cas, il claime qu'il s'est payé un micro comme moi là, avec ça. Là, fait que, moi, souvent, ce que je fais, je vais sur les sites web, mettons, parce que ça aussi, c'est une affaire, la valeur de la publicité sur Internet. J'ai un ami qui a un site web. Une fois de temps en temps, je vais sur son site, je clique sur des annonces pour pouvoir étonner de l'argent. Ah.
c'est là qu'on est rendu. À cette heure, vu que la musique est dévalorisée, vu qu'elle se vendait juste une pièce, puis maintenant on la stream, c'est encore moins cher, parce que comme vous savez, mais moi, je ne l'ai pas Spotify. Je sais comment ça marche, mais je ne l'utilise pas parce que je suis encore un des câbles qui a caché des affaires de même. Mais, mais tu te lèves pour aller changer le CD quand il est fini. Non, toi, tu as un chargeur, hein, le CD. Je conduis un charger, oui. Non, mais mes disques sont tous gravés dans mon ordi, puis c'est sûr, c'est en réseau chez moi. Mais quand j'achète quelque chose, je le rip, là, je le mets dans mon téléphone, je le mets dans mon auto, puis je stream à l'intérieur du bureau en haut. C'est juste toi là, qui est bien organisé comme ça. Moi, tu sais bien, là, je me lève pas pour mettre un CD dans le disque compact. Je vais l'écouter sur Spotify. J'étais comme toi, Mike, avant. Moi, là c'est juste la facilité là, de l'avoir sur ton téléphone. J'avais pas de téléphone intelligent, moi, avant 2016. Là, fait que c'était même pas concevable. Là. J'avais un iPod. Puis moi, mes CD, que je piratais aussi, parce que je piratais beaucoup. Fallait que je prenne le temps des rips, les mettre sur mon iPod. Puis là, ça, c'était ma banque de musique que j'avais, où je gravais des CD avec des MP3 dessus. Puis là, à un moment donné, là, c'est parce que c'est rendu tellement facile de même. Là, je pouvais pas me combattre contre ça. J'ai comme fait fuck off. Man, j'ai même pas besoin de ripper rien. Là. Je vais écouter Slayer, ils sont tous là. Je vais écouter n'importe quoi. T'sais. Mais je suis pas en train de vanter ça. Je trouve ça juste fou que ça existe. C'est incroyable. Donc, finalement, c'est les compagnies de technologie, puis c'est Silicon Valley qui font de l'argent parce que c'est eux qui possèdent, qui contrôlent l'Internet ou le contenu, pas le contenu, mais justement l'Internet, puis la plateforme qui nous offre ces affaires-là. Puis tout ça, il faut blâmer Steve Jobs puis Apple parce que c'est eux qui ont parti la game avec le iTunes en 2003, comme je mentionnais. Parce que sinon, ce serait tout soit du légal ou genre du semi-légal. Parce que je pense que tant qu'à être, le pattern qu'on avait à une pièce la toune, je pense que c'est mieux qu'un 10 000 streams pour peut-être faire 40 cents. Quand on regarde l'échelle de probabilité qu'un artiste se fasse streamer versus acheter à une pièce la toune est plus élevée monétairement parlant à la fin du mois. C'est, en tout cas, me semble. Ça va chercher beaucoup sur la psychologie du monde, la loi du moindre effort. Là. Donc, on est lâche. Ça, oui, très lâche. Puis justement, non seulement ça fait dévaluer la musique, mais ça fait que justement, on veut tout avoir, tout rapidement, facilement, puis que ça coûte le moins cher possible, ou que ça coûte absolument rien finalement. Fait que vous voyez, 2021, le stream audio existe, puis là, maintenant, on est rendu en stream vidéo avec Netflix. Donc, ce qui était dans la musique est maintenant rendu dans le film. Fait qu'avant, on allait au Blockbuster, puis tu louais ta cassette, puis please rewind après, puis tu retournes, that's it. Et là, maintenant, c'est rendu dans le film. Fait que tout le divertissement passe au travers, j'allais dire d'un câble, oui, mais maintenant, c'est sans fil aussi. Fait que ça passe dans les airs. Bref, ça se transmet d'un serveur jusqu'à chez vous, puis tu pitonnes, puis that's it. Fait que, en tout cas, c'est là pour rester. Hein. Éventuellement aussi, où est-ce que je veux m'en venir, c'est qu'avec les shows virtuels, vu que c'est la fin du monde à l'extérieur, il va y avoir éventuellement des streams de spectacles. On a déjà vu ça cette année. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne option tant qu'à streamer des albums puis streamer des films, on pourrait streamer des spectacles? Est-ce que ça serait une option viable pour vous en tant que fan de musique? Moi, je n'ai pas regardé aucun streaming encore. En fait, à soir, il y avait celui de Phil Anselmo en faisait un, là. Ah ouais? Mais c'était à 7 heures. Fait que... On l'a manqué. Mais non, je suis pas capable de regarder une émission de télé pendant 45 minutes sans me lever 15 fois. Imagine, regarder un show. Non. Même si c'est un groupe que tu ne verrais jamais en spectacle ici en tournée, non, c'est non? Je sais pas, je pense pas. Ah, Sly, il dit que dans 50 minutes, c'est le show d'augurie, c'est vrai. Tout à l'heure, on va avoir un show d'augurie. Fait que, en tout cas, on verra. Mais oui, ça, c'est une nouvelle mode. Une nouvelle mode. C'est pas boucher les trous. Là. On s'entend que les artistes s'arrangent comme ce qu'ils peuvent cette année. Mais est-ce qu'éventuellement, est-ce que ce serait un pattern, un business model qui pourrait être viable? Toi, Maxime, si tu devrais offrir ça, est-ce que tu garderais ça dans ton portfolio, faire du live gig, du streamer ton gig? Ouais. Je l'ai pas fait encore depuis le début de la pandémie, un show streamé. Moi, je trouve ça weird, d'avoir vécu les débuts de YouTube puis le genre de bootleg de show puis tout. J'ai de la misère à payer, mettons, 20$, 25$ pour voir un stream d'un band.
qui fait seulement de faire un show dans une salle vide. Mais tu sais, genre ça, je sais qu'on est dans une situation que c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, puis on n'a pas le choix, puis tant que ça peut les encourager, mais tu sais, j'ai malgré moi, j'ai pas eu le choix d'écouter le show de Jour de l'An d'Éric Lapointe avec ma blonde qui est fan fini d'Éric Lapointe. Puis je trouvais ça un peu. Je trouvais ça cheap un peu, là, mais genre, écoute, tu sais, si quelqu'un s'offrirait à me payer, je me souviens plus quel prod qui fait ça, il y en a une couple, c'est en site, pour faire un show, dont Augury en font un, là, c'est sûr que je le ferais avec mon band, là, mais genre, je suis pas sûr que je suis pas sûr si j'aime ça. Je sais pas encore quoi en penser. C'est au téléjournal, je pense qu'il y a eu un reportage là-dessus, mais ou peut-être que j'ai vu ça sur Radio-Can ou la presse, mais le point de vente, il paraît que vraiment, ils font des grosses ventes. Là, il y a beaucoup de ventes de billets pour des concerts virtuels, des événements virtuels. Moi, ça m'a surpris parce que, je veux dire, oui, c'est sûr, je vais voir moins de concerts maintenant. C'est beaucoup aussi une question de, tant qu'aller voir un show tout seul, j'aime mieux pas y aller pantoute. Mais regarder un show, regarde un DVD, c'est d'un concert. C'est ça, j'allais dire. Moi, avec des DVD, j'en ai plein. Fait que j'aime mieux regarder ça. Ben, l'acheter, le regarder. Ou sinon, comme Maxime dit, aller sur YouTube. Le show est gratis anyway. Ouais, mais tu sais, je dis pas ça dans le sens d'être un genre de gratte-scène Séraphin. Là, c'est juste, ça manque l'espèce de live, ça manque les gens. Puis, tu sais, YouTube, l'affaire la plus cool que je trouvais de YouTube quand c'est sorti, c'était la panoplie de bootlegs qu'il y avait là, de plein de bands. Moi, qui est un méga fan de Faith No More, en l'occurrence, il y en avait tellement. Puis, genre, j'aurais jamais pensé pouvoir voir ça parce que ça n'existait même plus quand j'ai commencé à triper sur Faith No More. Puis, je voyais des shows. Puis, je trouvais ça tellement hot de voir. Mais c'était encore là, c'était des shows. Mais, là, mais c'était bien tourné quand même, assez de bonne qualité pour que. C'est correct. L'image n'était pas malade, là, en plus, dans le temps que je les écoutais. C'était pas encodé aussi bien, là, c'était pas HD, mettons. Mais le son, c'était son soundboard, là, mettons, ça sonnait comme un bootleg. C'était pas malade, mais moi, genre, tant qu'il y a une performance qui vient avec, c'était correct, tu sais. Mais je pense que ça va revenir là, quand on va pouvoir faire des shows. Il va y avoir un engouement, il va y avoir du monde qui vont vouloir sortir. Là, mes amis qui ne venaient pas me voir, ils vont sûrement venir là, parce qu'ils vont se dire si, voir un show, l'énergie, en tout cas, j'espère. Là. Mais moi, je pense que ça le fait pas pour moi de checker un stream d'un show. Là, j'ai une amie qui en a. On en a payé plusieurs là, qu'elle a regardé puis qu'elle aime bien ça parce qu'elle se dit, dans le fond, on voit bien le band. Tu n'es pas pogné en arrière de la salle. Tu vois le groupe correctement sur jouer. C'est juste que moi, c'est plus une question de rester assis devant ma télé, là, encore. Tu as passé ta journée à travailler à l'ordi. Là, ensuite, tu vas passer la soirée devant ta télé. C'est un peu redondant. Moi, j'avais une question. J'en ai jamais acheté, puis je pense que j'en achèterai jamais. Quand tu achètes un spectacle en stream comme ça, est-ce que tu as le droit d'aller revoir en archive plus tard ou tu le regardes live et c'est fini? Je pense pas. En tout cas, moi, la seule expérience que j'ai eue, c'est ma blonde qui en a acheté un d'Éric Lapointe. Puis quand tu l'achetais, il te mettait comme c'était un genre de programme, un player qui jouait, puis ça te disait bientôt, dans pas long. Puis là, ça partait, puis après, c'était une image fixe, puis tu ne pouvais pas le réécouter. Mais il y en a eu une couple, là. Je pense qu'il y avait un de Mr. Bungle, genre à l'Halloween. Eux, je pense que quand tu le payais, tu pouvais le réécouter pendant une couple de jours. Ça doit dépendre du monde. C'est la même chose avec le concert que j'ai mis le lien sur ma page Facebook de Phil Anselmo. Si tu l'écoutais, tu vas l'écouter live ou ils vont le diffuser à 2 autres occasions. Donc, la deuxième diffusion, je pense, c'est demain à minuit. Fait minuit? Puis après, oui. Donc, je me suis dit, bon, c'est ça. Si j'avais eu un autre 24 heures pour le regarder, mais non, ils ont comme mis ça vraiment... trois diffusions. Donc, bref, j'ai pas payé 9$. C'est juste 9$, c'est pas pire. Quand même. La pointe, c'était genre 30$, je pense. Puis lui, ce show-là, il est fait à son studio, le studio de Répète. Répète, le Lairs, je ne sais pas trop comment il l'appelle. Là. Donc, pour ça va être une expérience. Là, mais bref, je suis chaud. Des shows comme ça, là, des genres de live session en local de pratique, je trouve ça cool à regarder. Mais genre le concept de
t'es sur un stage d'un bar que personne. Je comprends que ça fait vivre les bars un peu, ça leur fait faire du cash, mais genre, ça m'intéresse pas. J'aime mieux, au pire, filmer le band dans le local de pratique, puis mettre ça sur YouTube. Puis, Ouais. c'est une carte de visite, tant qu'à moi, ça, c'est pas. C'est particulier, tu sais, ça l'a comme, t'as vraiment, c'est comme, ça fait différent. Tu sais, moi, d'un spectacle, c'est pas tant nécessairement le fait de voir les musiciens proches ou whatever, c'est la vibe, l'énergie qui manque. Puis je ne paierai pas pour un faux concert, mettons. Tu sais, là, je fais l'avocat du diable, là, mais probablement que si quelqu'un m'offrait du cash avec mon bed, je le ferais sûrement, là, mais tu sais, il y aurait une partie de moi qui ferait comme poser. Non, peut-être pas, là, mais en tout cas. Puis justement, au début de la conversation, on a ouvert avec un certain Lars. Eux, ils ont fait un autre spectacle, un gros spectacle qui était même diffusé en Amérique, un peu partout, au Cinéparc. Fait que c'était un show au Cinéparc, puis c'était eux qui jouaient dans le local, puis ils filmaient avec des caméras, peu importe. Mais c'était quand même assez dispendieux. C'était genre 100 pièces par automobile. Fait que si tu peux rentrer 5, ben ça fait 20 pièces chaque, c'est pas pire. Mais tu sais, il faut que tu sois avec une gang, là, ou ben tu y vas en grand caravane, tu as rempli, là, en tout cas. Fait que, tu sais, c'est sûrement une expérience amusante, mais tant qu'à être, j'aime mieux l'acheter puis être seul chez nous puis le regarder avec un bon son, tant qu'à être enfermé dans un auto. Et voilà. Hey, j'ai headbang, là, moi. Hey, je m'amuse. Ah non, eux autres sont juste là pour la scène. T'as pas le goût de les encourager. Et voilà. Ça, c'est spécial comme feeling. Ben bon, on verra bien. Ouais. On verra bien que tout ça, c'est Il y aurait les moyens de faire des super méga tournées mongoles sans demander la peau des fesses à leurs fans. Il y a quelques années, j'étais allée voir un concert de Kiefer Sutherland. Bon, c'est du country qui fait country rock. Mais tu sais, je veux dire, lui, il fait pas de la musique pour faire du cash, on s'entend. Là, fait que les billets de spectacle, c'était vraiment pas cher. Puis dans une salle extraordinaire. Donc, il m'énerve, Metallica. Ah, je te comprends. Moi, je ne les ai jamais vus en show qui est un fan de C'est métal. ça, hein, faut que tu payes ta piscine pour tes requins en Ah, sa piscine en or pour ses requins. Je suis pas sûr que c'est ça la quote exacte, mais il me semble que c'est pas de même. Là. Wow. Ouais, ben en tout cas, c'est ça. Fait que, tu sais, d'un autre côté, si on regarde avec le début, c'est sûr qu'au travers de tout ça, on critique les rockstars qui sont déjà millionnaires ou milliardaires ou trilliardaires, peu importe. Qu'est-ce que ça leur dérange de perdre une coupe de pièces, Napster ou autre? Mais non, mais ils ne perdraient pas une coupe de piastres. Là, tu charges, je ne sais pas moi, 9 piastres pour voir un show versus 100 piastres. Là, on s'entend que... Mettons qu'il y aurait... On s'entend que Metallica, leur concert, il doit y avoir eu 100 000 spectateurs. Là, fait que comment ils auraient vendu ça, 9 piastres? Ça aurait été pas pire. C'est pas comme s'il y avait une rig à payer, des techs là, à pu finir, payer le gaz. Là, ils étaient dans leur local, leur Metallica HQ, là, ce qu'ils pratiquent. Là, ouais. Il y a deux dudes puis un gars qui fait le montage. Là. En tout cas, bref. 100$, c'est n'importe quoi. Tout a été dit et redit, mais effectivement, moi, ce que je voulais plus revenir, c'est le fait de, à la base de la conversation, le fait que Napster était un logiciel qui distribuait des produits copyrightés, donc qui n'appartenaient pas aux utilisateurs, mais aux créateurs. Donc, c'est une question de création et qu'est-ce que tu possèdes en tant que créateur et aussi le fait que les gens devraient avoir plus de respect sur la musique et les créateurs eux-mêmes et non juste prendre la musique gratuitement parce qu'elle est disponible gratuitement. C'est comme quand tu rentres dans un magasin et il n'y a pas de surveillance, puis tu prends quelque chose et tu t'en vas. Je l'ai pris, OK, mais oui, ben, tu l'as volé. Non, je l'ai juste pris. Non, tu l'as volé. Je l'ai pris, je l'ai volé. Fait que, c'est ça aussi l'ensemble de la conversation. Aujourd'hui, l'industrie s'est ajustée, tant mieux ou tant pis, mais ça aurait pu être bien pire. Puis éventuellement, peut-être ça va être plus pire, tout dépendant du futur, si jamais ces modèles-là de distribution via Spotify sont viables. Ou où est-ce que le rock'n'roll s'en va? Est-ce que ces gros bands-là vont survivre? Oui, comme je mentionnais tout à l'heure, eux, ils ont déjà fait 1 million, fait qu'ils sont déjà riches sur Wall Street, fait qu'il n'y a pas de problème de perdre une couple de milliers et pas des bands indépendants qui veulent devenir moyen-stream puis mainstream, mais il n'y a pas de step-up parce que justement, l'industrie n'est plus là pour supporter et distribuer ces gens-là. Notre relève. Ouais, c'est ça, parce que probablement les labels, tu sais, qu'on parlait tantôt, là, si l'argent du gars de Spotify, c'est le même nombre d'argent que les labels faisaient à l'époque. Pas Les d'intérêt. labels,
Tu sais, les labels, forcément qu'il y avait une équipe qui promouvoyait, en tout cas, j'ai mal dit le mon mot, là, mais promouvoit les bandes. Tu sais, il y avait une équipe de promotion autour des groupes. Là. Je pense pas que le CEO de Spotify, il n'y en a rien à battre. Là. Il s'en bat les couilles, comme on dit, là, de comment que les artistes sont traités. Là, fait que finalement, c'est mieux les labels. Je change mon opinion. Mais on pourrait tourner le problème autrement aussi. C'est Internet le problème. Puis le fait que pour attirer les gens sur Internet, on les a habitués à avoir tout gratis. Si dès le départ, les gens avaient été obligés de payer pour pouvoir avoir accès au contenu d'Internet, peut-être qu'il n'y aurait pas développé cette mentalité-là de pourquoi je pourrais payer, pourquoi je vais payer si je peux l'avoir gratuit. Les médias d'information sont en train un peu de retourner en arrière par rapport à ça. Maintenant, si tu veux lire plus que 4 articles sur le site du Devoir, tu dois t'abonner. La presse vont faire la même chose, le Soleil aussi. Donc, sont en train de revenir sur le fait qu'on ne peut pas tout donner. Donc, les gens, c'est ça. On voulait tellement que les gens aillent sur l'autoroute de l'information qu'on leur donnait un char gratis, aller vous promener dessus. Mais là, après, tu ne peux pas dire « je veux mon char, puis vas-y à pied ». Donc, les gens veulent tout gratis. Mais c'est relativement nouveau, pareil, l'Internet. Hein, je pense que genre les gens au début des années 90, ils ne devaient pas se dire bientôt, là, tu vas pouvoir écouter, je sais pas moi, les Sopranos, puis l'émission va passer au travers de toi. Tu sais, là, genre, tu sais, là, ça. Oui. Non, l'Internet passe très vite. Tu sais, c'est fou, là, tu peux écouter. Je downloadais une toune, là, ça prenait. Mon modem 56K, ça prenait genre 1 heure à downloader. Maintenant, je peux écouter l'album au complet de n'importe quoi, Nevermore, mettons, que je vois là, de même. Tu sais. Fait que sûrement qu'ils vont régulariser tout là, avec le temps. C'est juste nouveau. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On se souvient tous de MySpace. Ouais. Il y a des affaires. Puis là, c'est comme surprenant. Facebook, ça fait quand même 12 ans, 13 ans que ça existe. Il va bien m'emmener à avoir un moment donné ça n'existera plus, ça sera remplacé par autre chose. Donc, peut-être. Peut-être que peut-être que dans quelques années, peut-être qu'on va avoir juste à se rentrer une petite aiguille ou on va avoir une chip dans le bras, puis on va être des Wi-Fi ambulants, puis on va être des antennes. Ouais, peut-être. Là, c'est un peu weird, ça. Ouais, mais là, anyway, pour ce qui est de la rapidité d'information et l'instantanéité. En tout cas, ce mot-là, l'instantanéité. Merci. On repassera parce que c'est sûr qu'aujourd'hui et demain, ça va être encore plus instantané parce que le 5G s'en vient, qui est encore plus rapide que le 4G. Donc, ça va être encore plus vite, plus rapide et puis sans aucune latence. On ne verra plus passer la musique. Alors, ouais, la musique était rapide, elle est encore plus rapide parce que maintenant, ça va être des films en 12K ou 4K ou 8K. Ça va être clic, clic. Ah, j'ai le film, je le regarde, je le pose, je recule, puis j'ai. En tout cas, c'est sûr que tout comme l'Internet haute vitesse ou l'Internet par câble, a changé la game, bien là, le 5G, bien, ça va être sur nos portables et autres, dans nos véhicules et autres. Fait que c'est sûr que ça s'en va pas nulle part, cette affaire-là. Fait que pauvres artistes qui sont dans le middle ground, donc pas les rockstars qui sont déjà riches, c'est pas grave, mais ceux-là qui étaient dans la zone du milieu, qui essaient de se créer une carrière. C'est sûr que vivre de la musique, vendre de disques, bien sûr, c'est pas quelque chose qui est viable pour les prochaines années, voire décennies. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment le jouer live qui va les sauver. Et nous, en tant que consommateurs ou les consommateurs au pluriel qui nous entourent, bien, ça a changé la game justement sur le fait que tout est disponible dans le creux de notre main, quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé en 2001, parce que justement en 2001, bien, l'Internet, c'était juste pour lire des informations puis peut-être voir une couple de photos. Mais là, à cette heure, tout est disponible. Tu peux Quel genre de photos, là? Des photos. Fait que maintenant, tout est disponible, tout est rapide et tout est instantané. Et puis, je pense pas que ça va se débrancher de bientôt, ces affaires-là. Mesdames et messieurs, vous l'attendiez avec Fougue. C'est maintenant votre rendez-vous hebdomadaire avec la question qui pue. Oh, juteux. Alors, 2021, si votre artiste préféré sortait un disque non streamable, non downloadable, seriez-vous prêt à faire la file dehors dans le magasin pour l'acheter en exclusivité? Oui.
Mais oui, c'est sûr que je ferais la file. Si Napalm Death lançait un album que je peux juste acheter en album, j'irais faire la file pour Napalm Death. Barney. Ouais! Non, ça c'est sûr, des belles, des occasions comme ça. Cool. Toi, Maxime, est-ce que tu ferais la file pour acheter? Ben, imagine, je ne travaille pas dans un magasin, mais si jamais ton band préféré sort de quoi, qui n'est pas downloadable, pas streamable, mardi disponible, édition limitée, go! C'est sûr et certain, puis je pense que ça devrait se faire déjà. Si c'est pas déjà. Ça Peut-être serait Radiohead cool, ont déjà des fait ça. événements comme ça. Ouais. Déjà, il y a avant, tu sais, le Record Store Day, là, avant, c'était Ouais. supposé être des affaires comme ça Ouais. qui étaient disponibles, genre juste tel jour. Mais ça est devenu trop mainstream, là, tu sais, là, le Record Store Day. Là, mais il devrait faire ça plus. Moi, je suis 100% pour ça. Michel, on te donne le mandat de faire quelque chose. Ah ben, je travaille déjà là-dessus depuis bien longtemps, depuis que je preach sur le fait que je collectionne les patentes, puis j'encourage tout le monde à acheter du produit physique pour avoir un backup. Non, mais à organiser un événement comme ça. Ah, organiser un événement, aucun problème. S'il y a un band qui va embarquer, contactez-moi immédiatement. Je vais travailler sur votre marketing pour justement faire une sortie un mardi matin, 10h, magasin de disques, présélectionné, aucune prévente, achat en personne, cash. C'est un peu comme l'époque où on voulait aller voir un show puis qu'on faisait la file pour aller acheter notre billet en personne. Tu sais, maintenant, tu veux acheter ton billet de spectacle. Tu sais, c'est devenu un problème. Là. Tu veux t'acheter un billet pour... tu te souviens quand on avait acheté nos tickets pour aller voir Judas Priest? Tu sais, je veux dire, faut être... c'est toute une petite stratégie maintenant pour avoir des billets de spectacle là, sans payer 800$. Il fallait que tu manques de la job ou quelque chose pour aller faire la file puis tout. Non, mais même avec Internet de nos jours, il faut que tu t'organises pour être dans une pré-vente. Sinon, quand tu arrives finalement pour t'acheter ton billet et qu'ils sont disponibles pour monsieur et madame tout le monde, il reste des billets juste au plafond. Avant, comme à l'époque où on allait encore voir des shows en personne, ça fait un an. C'était comme devenu un souci, là, des fois, de pouvoir acheter des billets dans des salles comme le Centre Bell, n'est-ce pas? Non, c'est sûr que ça, avec l'Internet pour les billets de spectacle, là, le sujet que tu amènes, ça a tout changé aussi. Le fait que il y a des billets disponibles réservés en pré-vente. Il y a des billets disponibles réservés pour les gens American Express. Il y a des billets disponibles ceux-là pour le club patente, pour le fan club, en tout cas. Fait que là, finalement, nous, les fans normaux, tu cliques sur Buy Now, puis là, je pense que je suis dans les bleus. Qu'est-ce que c'est ça? Il est 10h01, je suis dans les bleus. Ouais. Je vois pas. Cancel. Non, c'est vrai. Ah, laisse faire. Moi, m'acheter un DVD, va le regarder ici. Je n'irai pas voir ton choix à 115$, là, puis payer une bière à 20$ plus pour boire. Non, moi, le divertissement là, comme ça, là, c'est un peu dispendieux, puis c'est comme tu dis, c'est tout un gamble, acheter des tickets, ces affaires-là. Fait que, comme c'est la tour, on va rester chez nous, m'entendre, puis moi l'acheter en Blu-ray. Il t'écoutait. Ah oui, c'est sûr que oui. LOL! J'ai ri fort. Ouais. Alors, voilà. Bon, ceci dit, mesdames et messieurs, je désire vous remercier chaleureusement de nous avoir syntonisés ici même. Sincère remerciement à mes deux invités, Mademoiselle Fortier et Monsieur Cormier. Je vous invite à explorer les archives sur notre canal YouTube. Le lien sera dans la barre d'infos. Je vous rappelle que Webinar Metal avec moi-même, Mike TMG, sera de retour la semaine prochaine, même batte heure, même batte chaîne. Et le sujet de la semaine prochaine, à vos papiers et vos crayons. Spécial MVP, Most Valuable Player, vos groupes All-Star préférés. À la semaine prochaine.